festivités du 11 décembre se dérouleront dans un peu plus de 7 mois à Kaya, dans le centre-nord. Après le report de 2015, l'exécutif veut s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Le chef du gouvernement était hier sur les chantiers de construction des infrastructures. Certains connaissent toujours un grand retard. Nonobstant le report, le Premier ministre Paul Kabatieba veut croire que tout sera prêt à bonne date. Le point dès le début de cette édition. Et puis, face aux catastrophes et aux crises humanitaires, les populations doivent développer de la résilience au risque d'en pâtir. Dans la province de Loudalan, un projet se propose de leur indiquer la voie à suivre. Et quelques 4 villages vont bénéficier des activités du PRCVO, le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables, dont le lancement a eu lieu à Tine Agadel le 16 avril dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Vous le savez déjà, cette édition est consacrée à l'actualité dans nos régions. Le rendez-vous n'a pas eu lieu en 2015, mais cette année, Kaya va bien abriter la fête de l'indépendance. Assurance a été donnée par le chef du gouvernement qui y était hier en visite. Paul Kabatieba fait la ronde des chantiers pour s'enquérir de leur état d'avancement. Le constat qui se dégage est qu'à quelques 7 mois de l'événement, des difficultés subsistent, mais tout sera fait pour assurer la bonne tenue de la fête de l'indépendance. Urbain Benito Somé et Pascal Canet. Le stade régional de Kaya à 7 mois du 11 décembre. Un chantier abandonné, envahi par des herbes. Cela fait près de 2 ans que le chantier est en souffrance. L'entreprise commise pour l'exécution des travaux s'est montrée défaillante. Alors le ministère des Sports a résilié les contrats. Et puis, plus rien. Curieux, le Premier ministre demande à avoir un plan. Il n'y a pas non plus de plan. Et voilà l'explication. Pour les dossiers à maîtrise d'ouvrage délégué, ça veut dire que le maître d'ouvrage délégué, nous qui sommes le ministère des Sports, nous transmettons tout le financement à la maîtrise d'ouvrage délégué qui agit au nom du ministère. Donc, ce qui faisait que pour certaines questions qu'on nous avait posées, on n'avait pas les dossiers techniques avec nous. Ces dossiers techniques sont entre le maître d'ouvrage délégué, le bureau d'études qui fait le suivi et l'entreprise. Comme c'est un marché, un sac ou des travaux qui ont été désertés par l'entreprise, donc à l'étape actuelle, nous, au niveau du ministère, les fautes de dossiers que nous avions, on les a transmis à Commode pour pouvoir reprendre le dossier en main pour que à l'orée 11 décembre 2016 que nous ayons le stade. Heureusement, il y a aussi des chantiers qui avancent bien et même très bien. À l'image de la salle polyvalente, une salle de 1000 places en finition qui force l'admiration de la délégation. Ici, cela se voit, l'entreprise est bien organisée. Néanmoins, la délégation suggère d'ajouter d'autres commodités à l'infrastructure afin qu'elle puisse être attractive. La place de la Nation est aussi presque finie. Il reste à poser une partie des pavés dans la cour. Même satisfaction à l'ère du défilé qui n'attend plus que les défilants. Le tronçon d'environ 3 km est entièrement bitumé, comme les 23 km de route interne de la ville. Une ville totalement métamorphosée. Après ce que j'ai vu, je suis convaincu. Je repars rassuré. Je repars rassuré parce que les taux d'exécution des infrastructures que j'ai vues sont excellents. S'agissant du stade, j'ai donné des instructions précises au ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat afin que, en rapport avec les structures compétentes, ils prennent les mesures appropriées pour que le stade soit disponible. En tout cas, au moins 1 mois avant le début de la fête. Quand je venais, j'étais très inquiet, mais je n'ai pas rassuré. À part ce stade-là, et puis la question des cités, bon, je pense que là, il n'y a pas de grand problème. Mais à la cité A et B des forces vives, le niveau d'exécution des travaux est tout de même inquiétant. Le temps presse et le délai initialement prévu pour le 30 mars est déjà dépassé. Séance tenante, le chef du gouvernement demande un rapport détaillé de la situation afin de prendre la décision qui s'impose. Vous le savez déjà, les Burkinabés iront aux urnes le 22 mai prochain pour les élections municipales. Mais en attendant, les différents acteurs se forment sur la prévention des conflits électoraux. Après les points focaux de la CENI, ce sont les journalistes qui, à leur tour, renforcent leur capacité sur le leadership et la gestion des conflits électoraux.
dans le viseur un bon traitement de l'information. Roger Cam, Oumar Zombre. Les journalistes sont à l'école du leadership et de la résolution des conflits électoraux. Ils reçoivent ici les rudiments nécessaires pour une gestion efficiente des conflits qui pourraient survenir au cours des élections municipales. Bientôt, nous allons entrer en campagne électorale. C'est dire que par rapport à cette période fragile, il faut savoir effectivement non seulement relayer, communiquer, et rapporter, mais également le faire tout dans un contexte professionnel, de sorte à ce qu'effectivement, de par notre attitude, de par les écrits, de par les communiqués, de par les émissions que vous réalisez, que le tout participe en tout cas à l'obtention d'un climat apaisé. Donc il s'agit ici d'une formation axée essentiellement sur la gestion des conflits en période électorale. Pour une durée de 5 jours, cette formation est rendue possible grâce à l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections au Burkina. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Barthélemy Kéré, a invité les journalistes à renouveler leur engagement et leur accompagnement au processus électoral afin de faire de ces municipales du 22 mai prochain des élections à l'image de la présidentielle et des législatives, c'est-à-dire des élections calmes et apaisées. Allons à présent à Diebougou, dans la région du Sud-Ouest, où la Jeune Chambre internationale a réuni ses membres pour sa deuxième conférence de la zone Ouest. 2 jours durant, les travaux ont porté sur l'évaluation du bilan à mi-parcours de l'organisation dans la zone. Le point avec Adamou Sebego et Christophe Da. Quels sont les acquis, quels sont les défis et quels moyens pour relever les défis? La Jeune Chambre internationale JCI Burkina se donne 48 heures pour répondre à ces interrogations lors de cette conférence de zone locale appelée COSOLO. C'est déjà de rapprocher les activités nationales des zones. Voilà, imaginez une activité qui a lieu par exemple à Bobo du Lasso pour une organisation de Dori, c'est vraiment pas évident. Donc c'est sur cette base qu'on est allé pour diviser la zone en deux. On a la zone Est et on a la zone Ouest. L'autre avantage, c'est qu'aussi ça nous permet quelque part de rapprocher encore les populations, notamment les membres d'une chambre, avec le patrimoine culturel de leur région. La conférence sera axée sur 2 volets, l'évaluation des actions de l'année en cours de la zone Ouest et le lancement d'une campagne de la paix au niveau du Burkina. Que depuis un certain temps, notre monde est confronté à beaucoup de défis, à beaucoup de violences. En témoignent les récents événements qu'ont connus notre pays, mais des pays voisins aussi. Et pour cela, la Jeune Chambre internationale a décidé de mener une campagne internationale de la paix. Aucun effort n'est de trop pour rétablir la paix, comme nous l'a inspiré le père fondateur de la Jeune Chambre internationale. Au-delà du père fondateur, le président mondial de la Jeune Chambre internationale nous demande d'agir en faveur d'une paix permanente et durable à travers le monde. Dans cette campagne de la paix, JCI Burkina pourra compter sur 12 nouveaux membres qui viennent d'intégrer l'organisation après une prestation de serment. Ils devront dès lors déployer leurs compétences et leur savoir-faire pour impacter positivement leurs communautés respectives, comme le prône la Jeune Chambre internationale. Je vous le disais en titre, la lutte contre la pauvreté passe par une plus grande résilience des populations face aux multiples risques de catastrophes et de crises humanitaires. Dans le Sahel, un nouveau programme va travailler à renforcer les capacités des communautés vulnérables, conduit par l'Alliance technique d'assistance au développement. Le projet sera implémenté dans quelques 4 villages de la province de l'Oudalan. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo et Sekou Zongo. Cette signature de convention marque le lancement officiel des activités du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables de l'Oudalan, PRCVO. Une convention qui engage aussi bien les responsables du projet que les populations bénéficiaires. Ce référentiel nous guide et nous permet de nous assurer que chacun va respecter ses engagements. Les engagements ne se limitent pas seulement à être bénéficiaire, mais c'est de contribuer aussi bien physiquement, financièrement, mais aussi de mobiliser l'ensemble des communautés à l'écoute des messages du projet et à véhiculer aussi les valeurs que nous défendons tous ensemble. Un ensemble de valeurs qui se résume à améliorer la résilience des communautés par le renforcement de leurs capacités d'analyse organisationnelle et technique.
Pour y arriver, le cadre de concertation provinciale constitue un organe de veille. C'est le cadre de concertation provinciale aujourd'hui qui accueille le projet pour pouvoir nous informer, nous donner toutes les informations nécessaires à la connaissance de ce projet. Donc c'est un cadre aussi de contrôle. À l'occasion du lancement de ces activités, le projet PRCVO a offert à 30 ménages vulnérables de Tine à Gadel un lot de matériel composé de brouettes, de pelles, de pioches et de kits de traitement phytosanitaire. Vraiment, mon sentiment, je suis content, très très content. Prévu pour durer 18 mois, le projet PRCVO prévoit toucher 300 ménages dans 5 villages de la province de Loudalan. Un mot de religion dans votre journal. Faire la grande prière du vendredi à Bouloum Touré dans la commune rurale de Béré est désormais possible. La localité dispose d'une toute nouvelle mosquée dont l'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Le donateur a également saisi l'occasion pour procéder au lancement des activités de sa nouvelle fondation. Suivez plutôt ce reportage de Yacouba Gamene et Mounira Kéré. La mosquée de Bouloum Touré est désormais fonctionnelle. Les fidèles musulmans effectuent leur première prière de vendredi dans cette mosquée. Pour le donateur, son initiative répond à un devoir religieux, mais aussi à un devoir de rendre hommage à sa défunte mère. Ma mère vient de ce village. C'est cette raison que moi j'ai pensé à faire une fondation à mémoire d'elle. Donc en créant d'avoir mettre cette mosquée-là et l'école pour cette population. Au-delà de l'inauguration de la mosquée, cette cérémonie marque le lancement des activités de la fondation Adia Bibata, Nouri Islam. Pour l'occasion, le donateur offre au village une école médarsa, des machines à tisser et 20 tonnes de riz. Il y a beaucoup de gens qui ont des moyens pour accepter de dépenser des millions pour la religion et puis pour les pays et puis pour les peuples. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est vrai, la mosquée concerne les musulmans, mais comme vous avez vu, il a construit aussi une école. L'école est pour tout le monde. Nous sommes très contents de notre mosquée. Nous allons bien l'entretenir pour que si le donateur revient ici un jour, qu'il soit très fier de nous. L'inauguration de la mosquée a réuni plusieurs communautés religieuses et coutumières. Le donateur formule l'espoir que la mosquée de Bouloum Touré soit un temple de dialogue interreligieux et de coexistence pacifique. Voilà, et culture pour terminer, le parc urbain Bangerwego va abriter ce 24 avril le festival Wabangam Passé, un festival qui se veut un outil de connexion de la jeunesse avec la nature. À l'occasion, le potentiel naturel du parc servira à édifier les festivaliers. En sus, un concert sera offert par l'artiste Sanabob. On voit tout cela avec Pawadrogo Janzongo et Amandine Lalsaga. Face à la presse, le comité d'organisation du festival Wabang Passé, qui signifie en français « Viens renforcer tes connaissances », déroule le programme de la première édition. Ce festival culturel initié par l'association BNR vise à rapprocher les jeunes de la nature. Pour revenir exactement sur le thème de cette édition, Homme, Nature et Culture, c'est une façon pour le comité d'organisation de pouvoir faire en sorte de faire d'une parfaite alchimie entre ces trois entités, Homme, Nature et Culture, pour dire que ça va de pair. Et c'est très important pour nous de promouvoir un peu cette nature-là qui est souvent méconnue de la tranche jeune. Alors cette tranche jeune sera à ce rendez-vous et va communier avec les professionnels qui seront sur le terrain pour les éduquer en matière d'environnement et aussi ils vont découvrir en matière de culture parce qu'à cette édition, on va associer la musique à la découverte de la nature. Selon les organisateurs, une séance de sensibilisation et d'initiation à la protection de l'environnement sera également au rendez-vous. L'accent sera mis sur 3 arbres. Il s'agit du karité, du néré et du baobab. Il faudra qu'un petit peu connaisse comment on appelle le moré entre baobab. Un dioula doit connaître ce qu'un petit dioula comprend comment on appelle le néré en langue morée, ni aussi en fulfulde. C'est ça qui m'a motivé. Mais en tant qu'un homme de la culture, mon engagement, mes chansons, mes compositions, m'interpellent chaque fois. Il faut sensibiliser, éduquer et initier à notre culture. Pour l'artiste musicien Sanabob, président de l'association Beinga, la protection de l'environnement incombe à tous. Il invite par ailleurs les jeunes à faire le déplacement au parc Bangerwego
le 24 avril prochain pour découvrir les merveilles de la nature. Voilà, on s'arrête là ce soir. Merci pour la fidélité. L'information, elle revient tout à l'heure à 20h avec Aboubakar Sayon. Bonsoir.